Sugiti. Bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. J'espère que vous passez un bon temps des fêtes. Je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Notre première histoire est unique en son genre. Elle relie le monde des sourds et des entendants tout en abordant les thèmes de l'inclusivité, des droits des peuples autochtones et de la revitalisation des langues dans 4 langues différentes. I thank you for allowing me to talk with you. Marsha Ireland est une femme de Première Nation sourde, mais aussi une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère et une défenseure de l'inclusivité. Elle est également ambassadrice en accessibilité de l'APN. The seventh generation teachings Les enseignements de la 7e génération du peuple Haudenosaunee of the importance of building strong nous rappellent l'importance de construire des relations solides et de soutien les uns avec les autres. They remind us that the decisions we make today Ils nous rappellent que les décisions que nous prenons aujourd'hui peuvent contribuer à créer un monde durable et inclusif pour les 7 prochaines générations. C'est avec ces générations en tête que Marsha et son mari Max, depuis presque une décennie, aident à revitaliser une langue des signes autochtones. Naître sourd dans un monde entendant est aliénant. La plupart des choses qu'une personne apprend, de son environnement au concept de qui nous sommes, sont acquises par le langage. One. All right. Okay. À un jeune âge, Marsha a été envoyée dans une école orale pour les sourds où la parole et la lecture sur les lèvres étaient les principales méthodes d'enseignement. Il a fallu des années avant qu'on lui donne un outil pour communiquer, la langue des signes américaine. Cependant, Marsha ne se sentait pas complète. English and ASL. L'anglais et le LSA ne s'harmonisaient vraiment pas avec moi. Je ressentais vraiment une déconnexion. Cela ne soutenait pas mon identité en tant que personne des Premières Nations. Elle pensant qu'en militant pour que ces interprètes LSA puissent entrer dans les maisons longues, elle pourrait enfin ressentir cette connexion culturelle. Ce n'était pas le cas. Personne n'avait anticipé qu'il parlerait en Oneida et les interprètes ont simplement baissé les mains parce qu'ils ne comprenaient pas l'Oneida. In ASL, we would say thank you. Limitée à la langue des signes américaine, qui est basée dans la langue anglaise, Marsha était, encore une fois, exclue de la conversation. Marsha ne voulait qu'aucun autre membre de la communauté sourde vive cette expérience, y compris ses 5 enfants, 14 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants, dont la majorité sont aussi sourds. Avec son mari Max réunissant les mondes sourds et entendants et l'aide de l'aîné Olive Elm, qui traduisit en Oneida, ils ont créé une langue des signes qui représente vraiment leurs racines autochtones. En LSA, pour la Grande Loi de la paix, ils épellent chaque mot en alphabet manuel. Mais pour moi, voici la Grande Loi de la paix. Nous parlons de l'arbre, de ses racines dans le sol et du ciel au-dessus de lui. Et donc, voici la Grande Loi de la paix. La langue des signes Oneida est profondément liée au sens plutôt que sur les mots. En LSA, on signe chien, mais en LSO, on utilise un autre geste qui reflète véritablement l'animal. Nous avons donc réfléchi à cela, à ce que cela signifie et ce qui est naturellement là. Marsha utilise maintenant cette nouvelle voix, sens de fierté et d'identité, pour défendre ses droits. I'm always going to try and engage with people because I think that we really have to come together as equals. Je vais toujours essayer de m'entretenir avec les gens parce que nous devons nous unir en tant qu'égaux. Cependant, je viens souvent à la table pour rappeler aux autres que nous oublions parfois ceux qui sont sourds. Nous parlons d'égalité, mais nous ne nous souvenons pas toujours que l'égalité signifie considérer tout le monde. Le rôle d'ambassadrice de l'accessibilité de l'APN lui permet de venir à la table avec le support de plusieurs autres militants, dont le chef Byron Lewis de la bande indienne d'Okanagan, dont la fille vit avec des handicaps.
Il a présenté une résolution rejetant la loi canadienne sur l'accessibilité afin de promouvoir une législation distincte sur l'accessibilité des Premières Nations. The motion and everything like that is sort of the tip of the iceberg because this gives us an opportunity to, one, is to highlight the issue, two, is put the support mechanisms in there in place, and the third one is actually start helping these people, not only the people with the disabilities, but the people that are actually supporting them, because all of them need that. It doesn't matter if it's a physical disability or one that's with mental disability. Les militants demandent un financement durable et la reconnaissance du droit des Premières Nations de concevoir et de fournir des services de santé et d'invalidité qui répondent à leurs besoins. Le chef Lewis dit que cette résolution ne concerne pas uniquement les populations sourdes autochtones. Tous peuvent bénéficier des méthodes de guérison et valeurs de leurs ancêtres, comme les efforts fournis par Marsha et Max, qui créent une façon pour les générations futures de se connecter les uns aux autres. That's the beauty of it. It combines everything to everyone. And that's inclusion rather than exclusion. Sourds ou entendants, unis et inclus. Nous sommes toujours à l'affût de nouvelles histoires. Donc, si vous avez une histoire à partager, envoyez-nous un courriel à infonouvelles@aptn.ca. Vous pouvez aussi utiliser ce courriel pour nous envoyer des événements communautaires dans votre communauté. Les choses sont plutôt calmes dans la plupart des communautés en ce moment, alors que les fêtes de fin d'année se terminent, mais la nouvelle année apporte de nouvelles opportunités. À Pessimit, le samedi 4 janvier, Radio Mtetemuk 95.1 présente le Bingo aussi Pipoun avec un total de 5 000 $ de prix. Un bloc de 6 cartes est disponible au prix de 25 $. Pour plus d'informations, visitez le site web de Radio Mtetemuk. Et les membres de la communauté Innu ont jusqu'au 7 janvier pour s'inscrire à un atelier sur le tannage traditionnel des caribous qui aura lieu entre le 24 et 31 janvier à Matimokush, Lac John. Le transport, l'hébergement et le repas sont inclus, mais seuls 8 participants seront sélectionnés par tirage au sort, soit un par communauté. Pour s'inscrire, veuillez contacter l'Institut Sacapèche avant le 7 janvier. Après cette courte pause, l'histoire d'une grand-mère incroyable qui a réalisé son rêve de devenir avocate. Soyez là. Bienvenue. Mavis Benson est une survivante des pensionnats. Elle est aussi une grand-mère célibataire qui élève seule ses 4 petits-enfants, tout en essayant d'aider sa fille à faire face à la dépendance et à la vie dans la rue. Tout cela représente une charge assez lourde à porter pour une seule personne. Mais Benson a décidé que cela ne l'empêcherait pas de réaliser son rêve de devenir avocate. Chris Robichaud présente un reportage de Tina House. Après 8 ans d'études, c'est un jour excitant pour Mavis Benson, qui obtient officiellement son diplôme de droit et s'apprête à entrer au barreau. Mavis Benson a parcouru un long chemin pour atteindre cet objectif, malgré les obstacles qui se dressaient contre elle. Originaire de la Première Nation Chislata, dans le nord de la Colombie-Britannique, Benson et ses 2 parents ont tous survécu au pensionnat. Every time I thought of quitting, every time I was so exhausted that I couldn't even do it anymore. I couldn't read another sentence. I couldn't study anymore. I always thought, my kids are looking at me, my children are looking at me, the community is looking at me, and I can't quit. Depuis plus de 10 ans, Benson est la voix et la défenseur de sa fille Faith Alexis, qui a lutté pendant des années contre la dépendance et des problèmes de santé mentale. En 2020, APTN a présenté un reportage sur Faith et la lutte de Benson pour que sa fille soit prise en charge dans le cadre d'un traitement pour les dépendances. Faith Rose Alexis est née en 1982 à Bella Coola, alors que sa mère n'avait que 16 ans. Being really young and naive, I just didn't know what I was in for. Faith, à son tour, a eu 4 enfants. Lorsque sa dépendance s'est aggravée, Benson a pris la garde de ses petits-enfants, mais n'a jamais tourné le dos à Faith, passant des heures à marcher dans les rues pour la retrouver, sans jamais perdre espoir. Hi, Faith. Hi. Oh, Mom, is that you? Yes. Oh, hi, Mom. Hi, baby. Hi. I just feel like she's dead inside.
when I go see her and I talk to her, she's just absolutely dead. It's not the faith that I knew, you know, it's not the faith that I raised. 4 ans plus tard, Benson est entouré de sa famille et de ses amis, dont la chef de la Première Nation Cheslata, Corrina Lewin, et 2 membres de son conseil, alors qu'il quitte fièrement la cérémonie de remise des diplômes au palais de justice. Well, Mavis is an example of a lot of hard work and determination, sacrifice, all the things that it took her to get to where she is. For anybody out there that's a young student or at any age can accomplish this with, you know, that drive and that passion to succeed, and then be very proud at the end of their journey. Very proud of her. Cette mère célibataire, qui a élevé seule ses 4 petits-enfants tout en poursuivant ses études, affirme que toutes les difficultés en valaient la peine et qu'elle est fière de ce qu'elle a accompli. Being a single parent, going to school, doing articling and studying has taught me a lot of time management skills, resilience skills, and it has also taught me of why I am here today. You know, I am the voice of the people who are voiceless. Mavis prévoit se spécialiser dans le droit pénal et le droit de la famille. My main goal is to ensure that justice is not denied to our people, and also to ensure that everyone who needs representation does get fair and adequate representation, and that they're heard by the courts. Un reportage de Tina House, Nouvelle nationale d'APTN, Vancouver. Une super grand-maman. Merci, Tina. De plus en plus de services communautaires d'intervention en santé mentale voient le jour au Canada. Au lieu de déployer des policiers ou du personnel d'urgence, il est de plus en plus nécessaire de faire appel à des personnes ayant une expérience vécue et une formation spécialisée en désescalade. Dans les différentes régions du Canada, les communautés tentent de s'attaquer aux problèmes de la même manière. Robbie Burton présente un reportage de Sierra Bettens. Il y a 4 mois, Anchor, ou le service de réponse aux crises dans les quartiers alternatifs, a été lancé dans le quartier Centertown d'Ottawa. En composant le 211, les résidents peuvent demander le soutien de travailleurs de crise Anchor sur le terrain. Marissa Dahlia Ellis, responsable du projet, explique que ce service va à la rencontre des gens là où ils se trouvent. Not necessarily seeing people as the crisis that they are in, but seeing people really as the determinants that have led them there just allows for a deeper level of care that sometimes might not be able to happen. Les travailleurs d'Anchor reçoivent plus de 200 heures de formation. Ellis précise que la plupart des membres du personnel ont également une expérience vécue. Sage McMahon gère le service de réponse aux crises dirigé par les Autochtones, par l'intermédiaire du Service communautaire de crise de Toronto, ou SCCT. Le SCCT a été lancé en tant que projet pilote en 2022 et s'est entendu à l'ensemble de la ville en septembre de cette année. This type of work really came out of a lot of community work that had happened for years and advocacy that had happened for years from Black and Indigenous, mostly communities who were advocating that folks really need an alternative response and one that is based in community, one that is trauma-informed, has harm reduction services. L'équipe SCCT, dirigée par des Autochtones, est une équipe d'intervention mobile de 85 personnes qui répond aux appels en matière de santé mentale. McMahon explique que la communauté avait besoin d'une alternative à l'appel à la police. When we look at, for instance, missing and murdered Indigenous women and Two-Spirit people and girls, our communities are quite under-policed. But then we also look and see that Indigenous folks are overrepresented in incarceration. Au Manitoba, le programme ARCC, Alternative Response to Citizens in Crisis, unit des policiers en civil à des cliniciens en santé mentale comme Lucy Stebner. Depuis son lancement en 2021, Lucy Stebner affirme que l'équipe a aidé plus de 90% des clients à rester dans la communauté plutôt que d'être transférés à l'hôpital. Before ARC, police basically had 2 options: take them to the hospital involuntarily or attend the crisis response center, whereas now we're kind of doing that for the clients going to their own home or space and providing the help right there. Le mois dernier, le gouvernement du Manitoba a déclaré qu'il était en train de revoir la loi sur la santé mentale et d'examiner les moyens de réduire le rôle de la police.
Un porte-parole du gouvernement manitobain a déclaré à APTN que la révision était toujours en cours. Dans une déclaration, ce porte-parole a indiqué qu'il reconnaissait la nécessité d'apporter des réponses appropriées aux situations d'urgence en matière de santé mentale et que des groupes tels que la patrouille du clan de l'ours, le Partenariat pour la sécurité communautaire du centre-ville et ARCC continueraient d'être financés. John Hoyles, directeur exécutif de Community Navigation of Eastern Ontario, qui gère la ligne 211 d'Ottawa, affirme que la demande a été énorme. Il encourage les autres juridictions intéressées par la mise en place de services de santé mentale en cas de crise dirigée par la communauté à foncer. There's no question the need is there in terms of the volume of requests that we're getting, not volume of dispatches we're doing, the need is there. And it is such a much better community response to have people with lived experience, people that understand and have really good training on de-escalation. Certaines provinces ont déjà emboîté le pas. Fin de septembre, la Nouvelle-Écosse a consacré 3,7 millions de dollars à un programme pilote de 3 ans de réponse communautaire aux situations de crise dans la municipalité de West Hants. Dans une déclaration envoyée à APTN, un porte-parole du service de santé mentale et du traitement de dépendance de la Nouvelle-Écosse a indiqué que le lancement était prévu pour le début de l'année 2025. Un reportage de Sierra Bettens, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. Soyez là au retour de cette courte pause afin de découvrir un organisme indispensable qui aide les gens fuyant la violence. Re-bienvenue. Transit Secours est un organisme à but non lucratif qui offre des services de déménagement et d'entreposage gratuits aux individus et familles fuyant la violence. C'est le seul service du genre au Canada et pour nous en dire plus, nous avons en studio avec nous Anne-Nathalie Jean-Charles, directrice de Transit Secours. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci de m'avoir invité. Premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas Transit Secours, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Bien, c'est exactement ce que vous avez expliqué. En fait, c'est un service qui aide les femmes qui sont aux prises avec des violences conjugales à sortir de la violence pour qu'elles puissent avoir une chance de rebâtir leur vie finalement. Mais souvent, quand on dit ça, tu peux sortir de la violence, c'est plus facilement fait, plus facilement dit que fait. Mais votre service offre vraiment un garde de sécurité qui vient. Explique un peu le processus. Oui, donc en fait, ce qui arrive, c'est qu'on travaille avec plusieurs organismes de référencement, donc que ce soit des maisons d'hébergement, des CLSC ou d'autres organismes qui travaillent avec la population vulnérable. Et ce sont ces organismes-là qui nous réfèrent les clientes. Et ensuite, à partir de ce moment-là, il y a une prise en charge vraiment de la cliente. Donc, on les questionne, on passe des entrevues avec elles pour savoir quelle est leur situation puis comment on peut les aider le plus rapidement possible. À ce moment-là, on met en place toute la logistique pour le déménagement. Donc, on s'assure de savoir si le violent, l'abuseur va être sur le lieu du déménagement, s'il n'est pas là, à quel moment on pourra venir, est-ce qu'il y a des litiges au niveau de la justice, etc. Puis, à ce moment-là, on s'assure avec les services de police et avec aussi des services de sécurité de la façon dont ça va se faire sur les lieux. Puis, on met en place une équipe de bénévoles qui ensuite va prendre vraiment la charge d'aller chercher tous les éléments, toutes les boîtes, tous les sacs, tous les meubles. Ça, vous arrivez avec tout, là? Oui, on déménage tout ce que la cliente veut qu'on déménage, on les prend puis on les amène soit à un entreposage, soit à un lieu, au lieu que la cliente va décider. Là. Et c'est gratuit? C'est complètement gratuit, c'est pris en charge par l'organisation. Parce que c'est ça qui fait peur à plusieurs gens. Ils disent, je pourrais quitter, mais j'ai des enfants. Je pourrais quitter, mais j'ai des vêtements. Je pourrais quitter, mais j'ai les... Fait que c'est vraiment un organisme qui fait tout pour cette population vulnérable. Oui. Et on s'entend que la population autochtone en est une qui est très vulnérable. Oui. Parle-nous un peu des partenariats que tu peux avoir de ce côté-là et comment que notre population à nous pourrait justement être prise en charge ou être en contact avec Transit Secours. Oui, exactement. Donc, on a eu la chance depuis les débuts de Transit Secours de pouvoir accompagner, en fait, ou travailler avec quelques organismes autochtones qui desservent la population autochtone,
notamment the Native Women Shelter of Montreal. Donc, c'est un des organismes qui nous réfère le plus présentement de clientes. Cependant, on aimerait avoir plus de clientèle autochtone parce que c'est une clientèle très vulnérable au niveau des violences qui se passent à la maison. Donc, on aimerait vraiment pouvoir soutenir cette clientèle-là mieux et plus. Donc, on aimerait pouvoir avoir plus de partenariats avec les différents organismes autochtones pour apprendre d'eux, pour savoir vraiment comment mieux servir la clientèle. Donc, c'est pas seulement à Montréal, ça peut être à l'extérieur de Montréal aussi. Oui, tout à fait. Si une petite communauté voit ce besoin-là et décide de rentrer en contact avec vous, l'individu ne peut pas rentrer directement en contact avec Transit Secours? C'est ça, c'est que ça doit vraiment passer par un organisme pour toutes sortes de raisons de sécurité, etc. Donc, c'est vraiment l'organisme qui nous réfère la cliente, puis à partir de là, on peut offrir les services. Puis, en fait, c'est même mieux parce que, surtout dans le cas de la communauté autochtone, il y a des sensibilités, il y a une culture tout autour. Donc, de pouvoir travailler avec un organisme qui a l'expertise de ça, qui sait comment, puis au niveau de la langue aussi, parce qu'on offre aussi des services de traduction pour les clientes qui ne parlent pas la langue nécessairement. Donc, d'avoir déjà un soutien d'un organisme dans la communauté, bien nous, ça nous facilite vraiment beaucoup la tâche parce qu'on sait exactement comment agir puis quelles sont les sensibilités qu'on pourrait pas nécessairement être au courant, là. Donc, c'est vraiment la meilleure façon de faire, là. Est-ce qu'il y a des situations types que vous voyez auprès de la population autochtone où c'est vraiment, quand on parle de la population vulnérable, c'est vraiment en large, on a tous le même problème? Bien, en fait, ce qui est particulier avec la population autochtone, je crois que c'est vraiment le degré dans lequel ça se passe, puis aussi l'anonymat autour des violences. Donc, tu sais, je ne vais pas m'élaborer là-dessus parce que je n'ai pas l'expertise, mais sauf que, tu sais, souvent, il y a des crimes qui se passent, il y a des méfaits qui se passent, puis s'ils sont gardés sous silence, qui ne sont pas partagés ou qui ne sont pas nécessairement su et connus de la population. Puis c'est là aussi que je pense qu'il faudrait faire un effort pour justement lever le voile sur tous les crimes qui sont faits auprès des femmes et des filles autochtones, parce que c'est vraiment énorme, puis je pense que c'est pas assez connu. Mais un service gratuit, l'argent doit venir de quelque part. Est-ce que le financement est un de vos plus gros enjeux? Oui, vraiment, tout à fait. Le financement, c'est toujours un enjeu pour le genre de service qu'on offre parce que, effectivement, tout ce qu'on offre qui est gratuit, il y a quelqu'un quelque part qui doit le payer. Donc, tout ce qui est sécurité, entreposage qui est aussi offert gratuitement, les services d'interprète, on offre même du gardiennage pour les animaux de compagnie. Donc, tous ces services-là sont offerts gratuitement. Puis, on est content de pouvoir le faire grâce au soutien de grands donateurs comme le CN. Puis justement, présentement, on a une campagne de financement qui se termine à la fin du mois de décembre. Puis cette campagne de financement-là, pour chaque dollar qui sera versé, le CN va le doubler. Donc, on invite la population à y participer, à aller sur le site web de Transit Secours, puis à faire un don. N'importe quel montant, ça sera doublé par le CN. Donc, je vous remercie. Donc, que quelques jours qui restent pour pouvoir doubler les fonds, n'importe quel argent que je suis sûre que vous allez avoir, même en 2025, même si ça ne double pas les fonds, sont les bienvenus. Transit Secours et le site web pour pouvoir trouver cette information et aussi pour trouver l'information de comment cet organisme à but non lucratif peut vous aider. Absolument incroyable ce que vous faites. Je vous souhaite longue vie et je trouve que c'est très important que vous soyez dans notre communauté. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci à vous de vous être joints à nous. Bon temps des fêtes à tout le monde. Ça, c'est conclu le bulletin des nouvelles nationales. On se revoit la semaine prochaine. Nakormik.